Nous accueillons Patricia McDonald, qui est un auteur américain de passage en France pour 4 dates seulement, qui va rendre visite à 4 lieux. Paris, le Salon du Livre de Paris, Strasbourg, Lyon pour le quai du Polar et Saint-Médard-en-Jalles. Donc c'est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour l'accueillir lors d'une conférence. Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous d'être venus si nombreux ce soir, d'avoir bravé la fraîcheur de cette fin de mois de mars pour venir accueillir avec nous Patricia McDonald qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors, cette rencontre ce soir, c'est le premier temps fort de la 5e édition des Imaginaires de Saint-Médard-en-Jalles. Je voulais juste dire un petit mot sur cette manifestation qui est en fait une belle manifestation pour valoriser le travail du réseau des médiathèques de la ville de Saint-Médard-en-Jalles. À Saint-Médard, nous avons la chance d'avoir une belle médiathèque, une ludomédiathèque et puis d'autres structures qui sont là pour la politique de lecture publique et nous y tenons beaucoup. Alors, il faut savoir que depuis l'été dernier, toute l'équipe travaille sur les imaginaires. Cet été, nous avons décidé que le thème cette année serait le polar, parce que nous nous sommes dit qu'il y avait beaucoup de choses à développer autour de cette thématique. Alors, il y a eu beaucoup de brainstorming mis en place par l'équipe, beaucoup d'idées, beaucoup de belles idées même, que vous allez pouvoir tout simplement, vous allez pouvoir participer à toutes les manifestations qui vont être mises en place du 7 avril au 18 avril. Donc, entre autres, je souhaite mettre en exergue une ou deux manifestations. Nous aurons un café littéraire le 9 avril, où là, des lecteurs peuvent échanger sur leur coup de cœur, expliquer un petit peu ce qu'ils ont aimé dans tel ou tel livre. Et puis, quelque chose d'assez inédit, dont nous sommes assez fiers, c'est l'enquête dans la ville qui aura lieu le 18 avril. Alors, c'est marqué 18 mai sur la petite carte com que vous avez sur vos fauteuils, mais c'est bien le 18 avril, donc prenez note, puisque c'est un moment totalement inédit et drôle, je pense, qui fera partie d'un des moments forts de la manifestation. Et puis, depuis le départ, depuis l'été dernier, nous nous sommes dit, eh bien, ce serait bien si nous avions un ou une invitée exceptionnelle pour pouvoir un petit peu développer la thématique du polar, avoir quelqu'un qui sait écrire les polars, quelqu'un qui nous fait aimer les polars. Et le 30 janvier dernier, j'étais en réunion et je vois sur mon téléphone Evelyne Guiraud qui cherche à m'appeler. Donc Evelyne Guiraud, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la directrice du réseau des médiathèques ici présente. Et donc, d'une voix enjouée, ravie et satisfaite, m'annonce que nous allions avoir le grand honneur de recevoir Madame Patricia McDonald pour une soirée autour de son dernier livre. Donc, c'est un véritable honneur et une grande chance. Parce que quel amateur de polar ne connaît pas Patricia McDonald? C'est la reine incontestée, la reine américaine du roman à suspense, avec un énorme succès en France, puisqu'il y a plus de 1 800 000 ouvrages qui ont été vendus sur notre territoire. Donc la France vous aime, et puis je crois que vous lui rendez bien d'ailleurs, puisque vous êtes francophile, que ce soit au niveau de la culture, de la gastronomie aussi, je crois. Vous êtes une grande amatrice, puisque vous cuisinez vous-même aussi. Donc, en tous les cas, voilà, vous nous le rendez bien. Pourquoi un tel succès? Peut-être tout simplement parce que Madame McDonald sait parfaitement traduire ce que c'est une vie familiale qui parfois peut être très tordue, avec des aléas, des aventures parfois noires, effectivement, puisque nous sommes dans le polar. Et puis, c'est ce moment où, quand la vie bascule, et puis qu'il faut arriver à résoudre donc ces thématiques entre amour et tragédie parfois. Donc, en tous les cas, je souhaite vraiment manifester notre satisfaction et puis vous dire que c'est un magnifique prélude à la 5e édition des Imaginaires de Saint-Médard-en-Jalles. En dernier lieu, quelques remerciements, bien évidemment. Donc, bien sûr, le réseau des médiathèques, Evelyne Guiraud et toute son équipe.
Le Centre culturel Leclerc, Monsieur Bacalou, Madame Sybille Cariot, ici présente, Albéric de Bidéran, ici présent, tous les partenaires de la soirée, notamment France Bleu Gironde qui nous a rejoints en tant que partenaire cette année, et puis bien sûr Madame Véronique Morel-Muraour, les éditions Albin Michel, et Madame Patricia MacDonald. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Madame Sybille Cariot. Je vais être plus brève. Bonsoir. Personne ne le croira, une Américaine à Saint-Médard-en-Jalles. Auteure de thrillers à succès depuis plus de 30 ans, Patricia MacDonald nous fait l'honneur de venir nous parler de son dernier opus, dans lequel elle n'est jamais allée aussi loin. Je tiens à remercier la ville de Saint-Médard, le réseau des médiathèques de nous accueillir ce soir, les éditions Albin Michel, avec Daniel Bobslug, Albéric de Béderan, d'Instant Unique, et vous, lecteurs, d'être venus aussi nombreux. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Patricia MacDonald, bonsoir. Bonsoir à tous. On peut peut-être dire deux mots de cette relation avec la France. On l'entendait à l'instant. La France vous aime et vous aimez beaucoup nous rendre visite de temps à autre. J'ai de la chance d'être bien aimé en la France, vraiment. Et c'est toujours un plaisir de venir ici, rencontrer mes vrais lecteurs, parce que c'est mes vrais lecteurs en France. Et c'est toujours tout à fait un plaisir pour moi. Mais nous avons très bon goût. Vous savez que c'est ici aussi que nous apprécions beaucoup Woody Allen, par exemple. Rennes. Woody Allen. Woody Allen. Voilà, c'est aussi une de nos références françaises. Oui. Donc, nous avons beaucoup de goût. C'est vrai. On dit toujours les Français ont le meilleur goût du monde. Oui. Cette soirée commence très bien. Donc personne ne le croira, votre nouvel ouvrage, votre nouveau roman à suspense met en scène le thème de la famille autour tout d'abord d'un personnage féminin très fort, Anna. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette femme, donc mère et grand-mère à la fois, sur qui va reposer une grande partie de cette intrigue? Oui, souvent on me demande pourquoi une héroïne très forte avec tous ces problèmes. La plupart des femmes que je connais sont très fortes. Ils avaient des vies très compliquées, donc c'est très facile pour moi d'imaginer une femme comme ça qui est l'héroïne. Et simplement, je mets mon héroïne dans une situation terrible, mais la plupart des femmes que je connais auraient être à l'auteur de l'occasion. Cette femme, Anna, donc mariée, on ne va pas révéler tout le contenu de l'intrigue, hein, surtout pas. Voilà, absolument pas. Il y a un grand suspense, voilà. Mais personne ne va pas avant. Voilà, exactement. Cette femme, Anna, et son mari Adam, nous renvoient à nouveau à un thème qui vous est cher, que vous aimez beaucoup aborder dans vos romans, qui est le thème de la famille, avec ces deux faces, la face de force et d'amour qu'il y a dans la famille, et puis une face beaucoup plus sombre. Il me semble que beaucoup de la bonheur de la vie existe dans la famille, mais aussi les secrets tordus et les influences qui restent pour la vie. Il se passe dans la famille pour les enfants et pour nous tous. Et pour moi, c'est mon monde d'écriture, la famille. Avec une interrogation sur ce que l'on transmet, sur ce que l'éducation parvient ou pas à transmettre, puisque c'est une des questions du roman, c'est la question qu'Anna et Adam se posent. Au fond, de quoi est-on responsable dans ce que l'on transmet à ses enfants?
Que je voudrais transmettre. J'ai du mal à comprendre. Voilà, ce qui me semble important, c'est l'interrogation sur ce qu'une mère et un père transmettent aux enfants. De quoi sommes-nous responsables quand nous éduquons nos enfants? Oui, c'était une question qui était difficile dans l'écriture de ce roman-ci parce que je suis convaincue que souvent c'est les parents qui influencent les enfants pour le bien ou pour le mal. Mais de temps en temps, j'ai beaucoup lu de psychologie et on dit que les psychopathes sont nés comme ça. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais il semble que ça commence très jeune, les traits, les difficultés avec les psychopathes. Et normalement, je commence avec cette idée que la famille a créé des problèmes. Mais en ce cas-ci, c'était quelque chose de différent pour moi. Une autre question que vous abordez, c'est le lien très particulier entre la mère et l'enfant, et cette capacité de la mère à faire une confiance totale et à tout pardonner. À confiance totale dans l'enfant? Oui, je crois que chaque enfant doit avoir cette sorte de confiance pour grandir dans une façon heureuse. Quand l'enfant est né, ça arrive, je ne sais pas pourquoi, mais les mères savent très bien que on voit cet enfant et cet bébé et tout de suite, tu es complètement sur le côté de cet enfant. Mais de temps en temps, il faut regarder l'enfant dans une autre façon, malheureusement. C'est difficile, j'imagine. Et j'ai imaginé cela dans ce roman. Oui, à travers cette... Alors, on ne va pas trop expliquer. Hein. Oui, mais Anna et Adam ont une fille qui est brillante. Et effectivement, à qui peut-être ils pardonnent tout parce qu'elle est brillante. Est-ce que parce qu'un enfant est très doué, fait des études brillantes, on ne veut peut-être pas voir totalement ce qu'il est? J'ai eu besoin d'une raison que les parents n'ont pas reconnu les problèmes avec leur fille. Et j'ai pensé beaucoup à cela parce que c'est une partie très importante de l'intrigue. Mais enfin, j'ai pensé des enfants doués parce que leur vie est difficile dans un sens. Souvent, on n'a pas beaucoup d'amis, on est dans un niveau différent des autres enfants du même âge. Et ça me donnait une façon de commencer parce que les parents ont pardonné les choses qui se passaient avec leur fille. Parce qu'elle à leur avis, elle avait une vie difficile, un peu difficile. Oui, elle est très douée, ça c'est formidable, tout le monde dit « Oh, vous avez de la chance d'avoir un enfant si doué », mais pour l'enfant lui-même, c'est une vie assez dure, je crois. Oui, vous trouvez que c'est une vie difficile que l'on réserve à ces enfants doués qui travaillent beaucoup à l'université, dans les grandes écoles? On a un peu cette impression en lisant qu'il y a quelque chose de plus lourd qui pèse sur eux. Oui, je crois. Quand on va à l'université à l'âge de 13 ans, 14 ans, vous êtes perdu dans un sens avec ces autres étudiants beaucoup plus grands, avec une autre sorte de pensée. Mais à cause de votre intelligence, il faut se débrouiller parmi tous
ces étudiants plus âgés. Oui, j'imagine que ça va. Je n'étais pas un enfant doué, mais j'imagine que c'est difficile pour les jeunes. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez? Ce sont des faits divers, des faits de l'actualité desquels vous partez? Souvent, les faits divers. Personne ne le croira, a été inspiré par un fait divers très connu aux États-Unis d'une jeune femme qui était accusée de tuer sa fille de 3 ans. Et il y avait un procès très, très suivi aux États-Unis. Et elle était trouvée innocente par le jury, mais la plupart des gens pensaient que non, l'enfant est disparu et elle n'a pas appelé les policiers pour 2 semaines. Qui fait cela? Quelle sorte de mère? Oh, ma fille de 3 ans est disparue. Je vais à une fête ce soir et peut-être demain je vais la voir. Mais elle était trouvée innocente par le jury et ça m'étonnait. Et la plupart des gens aux États-Unis étaient étonnés par cette décision. En effet, j'ai anticipé parce que il y a très peu d'évidence. Et dans notre système de justice, on doit avoir des preuves de crime. Et l'État n'avait pas les preuves. Mais moi, je m'ai mis dans l'esprit de sa mère qui regardait cela. Sa petite fille, dans le cas-là, était morte. Et sa fille ne s'occupait pas de cela. Quelle sorte de fille j'ai élevée? Mais évidemment, ce n'est pas le point de départ de mon roman. J'ai changé beaucoup. Il faut changer beaucoup. Parce que tout le monde savait chez nous comment l'histoire s'est passée. Et ça n'est pas mon histoire. J'ai voulu donner à la grand-mère, la mère de cette jeune femme, l'occasion de sauver sa petite fille. C'était très important à mon avis. Oui, on revient justement à différentes sortes de relations maternelles et d'instincts maternels. Vous montrez qu'il n'y a pas qu'une façon d'être mère, il y a plusieurs. Non. Voilà. Non, il n'y a pas une façon. Il y a beaucoup des enfants chez nous qui, il me semble, sont très négligés par leur mère. Mais la plupart des mères travaillent très fort, souvent sans beaucoup de soutien. Et c'est une vie très difficile, mais on réussit. Mais c'est une autre sorte de mère ici. Vous trouvez que la condition des femmes est encore difficile? Oh oui, plus que jamais. C'est très difficile. Mm-hmm. Quel est même si la société américaine est une société à dimensions multiples, mais quelle est la place aujourd'hui, puisque vous abordez beaucoup ce thème, quelle est la place de la famille et de la réflexion sur la famille aux États-Unis? Il y a beaucoup de sortes de familles, évidemment. Et on dit toujours que la famille est la chose la plus importante, mais il me semble que ce n'est pas vrai souvent. C'est le succès ou l'indépendance, la liberté. Quand on a un enfant, on n'est pas encore libre, à mon avis. Vous avez un devoir pour toujours. Mais il y a beaucoup de jeunes gens qui voudraient être libres encore après la naissance de leurs enfants. Et j'ai employé cette idée avec... Lisa dit à un moment donné à sa mère qu'elle ne veut pas se sentir responsable. Non, elle ne veut pas.
Vous pensez que c'est une caractéristique de notre époque, de nos générations, ce refus de la responsabilité? Ah, c'est pas juste de dire cela, parce que je crois que c'est un instinct et nous adorons nos enfants, mais cette femme n'est pas normale, vraiment. Mais parce qu'elle fait ses études et est très occupée avec ses études, encore ses parents la pardonnent. Il y a toujours une excuse pour cette jeune femme. Quand vous avez trouvé votre intrigue, quand vous avez trouvé vos personnages, l'histoire que vous avez envie de raconter, comment est-ce que vous écrivez? Vous faites un plan très précis ou bien vous laissez vos personnages agir? Quand j'étais plus jeune, j'ai fait une ébauche très précise. Pas maintenant. Mais je dois savoir tous les personnages. Je dois savoir comment ça va finir. Et puis, je dois avoir la psychologie correcte, à mon avis. C'est mon intention que mes lecteurs disent « oui, je comprends cela, ça se passe comme ça ». Et c'est pas très facile souvent. Il faut me mettre dans l'esprit de chaque personne et imaginer leur réaction. Et ça, c'est mon travail. Plus que l'écriture, parce que pour moi, je ne suis pas grand écrivain, il faut dire. Mais j'ai l'écriture efficace pour raconter une histoire haletante, je crois. Et l'écriture marche très facilement quand je connais tous les éléments très bien. Et comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans la peau d'un personnage justement dont on ne comprend pas les réactions? On veut savoir effectivement pourquoi il agit, mais il est totalement étranger à ce qu'on peut être. Comment est-ce qu'on y arrive? Oui, ça c'est le défi de mon travail. Il faut trouver une entrée dans ce personnage, quelques détails qui je peux suivre dans la vie, l'esprit de cette personne. C'est difficile à expliquer, je ne vais pas expliquer très bien, mais c'est ça que je dois faire. Chaque personne, chaque personnage, j'essaie d'entrer dans leur esprit. Vous nous faites assister à un procès dans cet ouvrage et on a vraiment l'impression d'une documentation précise de votre part. Vous allez suivre des procès, vous renseignez de manière précise sur ce monde-là? Merci, c'est un compliment parce que c'était très, très difficile. J'ai trouvé cela très difficile. Bien que je regarde tout le télé avec les programmes de justice, j'ai une amie qui est juge et j'ai assisté à plusieurs de ces procès. Si elle a quelque chose d'intéressant, elle m'a appelé, elle m'a dit c'est une bonne idée de venir au cours aujourd'hui et j'y vais. Et j'ai beaucoup lu les livres avec les procès, mais c'est très difficile d'écrire cela parce qu'on doit choisir les moments dans un procès qui tourne le cours de course. Qui retourne le cours du procès. Oui. D'accord. Et j'ai réécrit des fois ces scènes dans le cours. Normalement, je n'ai pas de procès dans mes livres. Et là, c'est vraiment très... Oui, mais là, ce sont des scènes vraiment très, très réalistes. Et vous montrez, à travers le personnage, d'ailleurs, d'une avocate, très, très brillante, vous montrez le travail d'enquête que font les avocats aux États-Unis.
davantage encore, me semble-t-il, que chez nous. Il y a un travail d'investigation que font les grands avocats dans les affaires. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais il y a des avocats, oui, qui peuvent faire ça. C'est pas la même chose ici? Non. Non? Non. Non? Non. Un travail avec des enquêteurs payés, il faut vraiment que ce soit des affaires particulièrement importantes et médiatiques. Mais là, on assiste quand même à un travail visiblement d'investigation très important de la part de cette avocate. Elle est une femme qui a un avis très vif et elle pense à ceci, cela, et on doit... J'ai aimé bien cette personnage, elle est très intelligente, mais son but était de faire libérer son cliente. Ce n'est pas ça concerne la famille, qu'est-ce qui se passait, c'est seulement le procès et comment je vais laisser libre mon client. Oui, c'est une partie très, très importante. Quelles sont les réactions de vos lecteurs et de vos lectrices en France chaque fois qu'un texte sort? Alors celui-là vient juste de sortir, donc je pense que vous n'avez pas encore beaucoup de réactions, mais on vous écrit, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous rencontrez vos lectrices, vos lecteurs? Comme vous avez dit, très peu de lecteurs ont lu parce qu'il sort cette semaine. Non, on ne m'écrit pas. C'est difficile de me trouver parce que j'évite l'Internet et tout cela. En général, pas pour les lecteurs. En général, je n'ai pas une Facebook page, je n'ai pas un site Internet. Vous vous méfiez de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, toute cette communication en temps réel? Pas complètement, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et aussi, je crois que c'est une bonne idée d'avoir un peu de mystère avec les écrivains des polars. Si vous pouvez regarder toutes leurs photos des vacances et la nouvelle robe que j'ai achetée, c'est pas très mystérieuse après. Je crois. Il faut garder une part de mystère. C'est ce que j'ai mangé pour déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne dira rien. Est-ce qu'il y a des auteurs de polars qui vous ont inspiré ou qui vous inspirent, que vous aimez, dont vous aimez particulièrement la lecture? J'ai toujours adoré les femmes. Agatha Christie était mon premier amour des auteurs de polars. Et à mon avis, elle continue d'être l'écrivain avec les intrigues les plus... Quel est le mot? Ces intrigues sont parfaites, à mon avis. Elle pense à tous, elle explique tous, elle cache les pistes. Si parfaitement, son écriture, tout le monde rit de son écriture, mais il n'y a rien à rire parce que elle a fait les intrigues formidables. Aussi, j'adore Ruth Rendell parce qu'elle est si noire. Je ne voudrais pas être dans sa tête parce que elle voit le monde dans une façon terrible. P.D. James, les femmes anglaises, vraiment, il y a toujours... J'ai lu qu'on comparait parfois un peu votre univers au romancier belge francophone Georges Simenon. Qu'on vous comparez un petit peu dans ce souci de la vie quotidienne, des gens ordinaires. Quel compliment. J'adore les livres de M. Simenon. C'est étonnant qu'il a écrit
tant de livres. C'est impossible. Mais oui, il a toujours s'occupé de la vie quotidienne. Et il aimait bien décrire les gens du quartier. Et il comprenait très, très bien tout ce qui est humain. Comme tous les grands écrivains. Et j'aime bien ses livres. C'est ce souci justement de la vie quotidienne qu'on retrouve dans vos livres. Et de temps en temps, vous faites allusion à quelque chose de spécifique dans la société. Par exemple, là, l'ouvrage s'ouvre sur la maison des vétérans, sur les vétérans américains. Vous aviez envie de parler d'eux, vous donner des rôles d'ailleurs importants à deux d'entre eux. On les voit intervenir, on ne dira pas. Vous aviez envie de leur rendre hommage, de les. C'est une question dans notre société, c'est un problème, vraiment. Mais toujours, je cherche une tendance sociale qui peut mettre mon roman dans le maintenant, le now. Ouais, l'instant présent, dans l'instant présent. Présent, oui. Et aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très important à ce moment-ci. Mais j'ai eu beaucoup de tendances comme ça. Et c'est plus agréable pour un écrivain parce que on n'est pas dans une maison à la campagne sans une société. On existe dans la société. Et c'est important pour moi. Je cherche toujours quelque chose comme ça. Ouais. Vous parliez tout à l'heure du monde très noir de Ruth Rendell. Est-ce qu'il y a des scènes que vous vous interdiriez d'écrire, des choses, vous vous dites, bon, là, je vais jusque-là, mais pas au-delà? Absolument. Je n'ai pas envie d'écrire de violence, j'évite. Torture. Oui, torture. Je ne comprends pas pourquoi on voudrait écrire cela et pourquoi on voudrait lire cela. Mais pardon si vous aimez bien le torture dans votre lecture, mais je ne veux pas écrire cela. Oui, ce que l'on appelle plutôt les scènes de thriller, Je dis toujours, je n'écris pas de suspense, j'écris l'angoisse. Parce que nous tous, nous avons des angoisses qui nous embêtent et toujours je cherche là pour mettre le lecteur dans l'histoire. Nous partageons ces angoisses de la vie. Et pour moi, c'est très simple de rendre les angoisses. Et l'écriture vous permet de libérer quelque chose en vous, de vous libérer vous-même, de libérer des angoisses. Qu'est-ce que ça vous apporte? Mon meilleur ami est un psychologue et elle m'a dit cela. Tout faire partir, toutes tes angoisses dans l'écriture, parce qu'elle me connaît très bien. Et j'ai une vie très paisible, très tranquille, très heureuse, vraiment. Mais pour moi, c'est très, très simple d'entrer dans cet état d'esprit. Le sombre, le triste, la tristesse. Je suis toujours comme ça quand je travaille. J'évite mon travail beaucoup de jours parce que je ne veux pas monter à mon bureau et commencer avec les choses terribles. Mais quand j'entre dans l'histoire, c'est très simple pour moi. Je vois partout les tristesses, les angoisses de la vie. Et vous arrivez à garder un regard optimiste sur le monde, sur les humains? Vous avez envie d'être davantage optimiste Oui, je crois que... Oui, je crois que parce que j'écris de toute petite partie de la société. La plupart des gens adorent leur famille et on travaille fort. On voudrait simplement être laissé en paix.
Et c'est comme ça chez nous. Évidemment, c'est comme ça ici aussi. Mais on ne veut pas lire de ça. On préfère lire des problèmes des autres, je crois. Et puis après, quand on laisse tomber le livre, avec le livre, on laisse tomber les problèmes du jour. Et, nous avons des inquiétudes, nous tous. C'est impossible d'échapper là, cela. Et la littérature nous libère. Est-ce qu'il y a une première question dans la salle? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Je pense qu'il y a un micro qui va pouvoir circuler. Alors, une première question? Ou une deuxième question? Si oui, parlez en haute voix, parce que maintenant, je peux comprendre le français et je ne peux pas entendre parce que je deviens sourde. C'est pas juste. Voilà, il y a une question au fond. Voilà. À l'arrière. Bonsoir madame. Tout d'abord, je voudrais vous dire un petit mot en anglais pour vous remercier d'être ici. So thank you very much for being with us tonight. J'aimerais savoir comment vous organisez une journée de travail. J'ai entendu dire que certaines personnes commencent à 5 heures du matin, 6 heures du matin, s'obligent à travailler par exemple jusqu'à midi, etc. Est-ce que vous avez une manière d'organiser votre travail dans une journée ou dans une semaine? Merci. Merci, je vous remercie. Et je suis très contente d'être ici, merci. J'écris dans les après-midi. Pendant que ma fille était jeune et elle était allée à l'école, j'ai travaillé les matins. Et après, elle est allée à l'université. Mon mari m'a dit, pourquoi nous nous levons si tôt? Nous détestons cela. Et c'est vrai. Donc, nous avons décidé très peu après de nous levons tard. Et je fais mes courses. Et puis, après déjeuner, je monte à mon bureau qui est au 3e étage de ma maison et je surfe l'Internet pour un peu de temps pour éviter le travail. Puis je travaille peut-être 3 heures par jour. Par les week-ends. J'ai fait ceci pour 36 ans maintenant. Donc, on doit être très discipliné. Et c'était Flaubert qui a dit, je crois, il faut avoir une vie très bourgeoise, très tranquille pour écrire. Et je trouve cela. C'est une habitude des années. Et aussi, je prends beaucoup de vacances. Quand je veux. Beaucoup de jours congés. Mais il faut y aller chaque jour. Parce que si je n'ai pas une idée qui est formée, je dois monter à mon bureau. Parce que je ne suis pas une personne qui se lève au milieu de la nuit et fait des notes. Non, jamais. Je ne pense pas à mes livres quand je fais mon promenade. Mais il faut être dans mon bureau parce que là, il n'y a rien de me distraire. Et pour cette raison, j'y vais même quand je n'ai aucune idée de quoi je vais écrire à ce moment-là. Merci de votre question. Une autre question? Bonsoir.
Bonsoir. Moi, votre vie me paraît très intéressante et je me dis, qu'est-ce qui a fait que... Enfin, je me demandais, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes mis à écrire? Qu'est-ce qui fait un écrivain? Comment on démarre l'écriture et comment ça marche, quoi? Enfin, quand je n'écris pas? Non, comment est-ce que vous êtes devenu écrivain? Comment est-ce que vous êtes passé à l'écriture? Qu'est-ce qui vous est venu enfin, pourquoi vous êtes mis à écrire, tout simplement? Enfin, et pourquoi des romans policiers? J'ai toujours adoré lire comme enfant. Et quand on me dit mais ma fille ou mon fils voudrait être écrivain, quel conseil vous avez pour moi? Je dis, il doit lire, elle doit lire, parce que je n'avais eu aucune intention d'être un écrivain, jamais. J'ai voulu gagner ma vie. Et l'idée d'être un écrivain, c'est folle. Je n'ai pas envie d'être dans un grenier sans argent. C'est pas moi. J'ai aimé bien mon travail. J'ai travaillé pour un magazine, des feuilletons télévisés. Et c'était très agréable, mais j'ai perdu mon travail quand on a vendu les magazines et on fermé. Et pendant le chômage, une amie qui était écrivaine de littérature m'a dit, elle habitait à New York en face de moi, l'autre côté de la rue, et elle m'a dit, je ne gagne pas d'argent avec la littérature, il faut écrire quelque chose qui va gagner l'argent. Et parce que j'étais le rédacteur en chef de ces magazines feuilletons télévisés, elle m'a dit, écrivons ensemble un roman à clé au sujet des feuilletons télévisés. Et je dis, pourquoi pas, je n'ai rien à faire, je cherche, je fais des interviews pour... Donc, elle et moi, nous nous retrouvons chaque jour à son appartement avec deux pianos, deux typewriters, ce jour-là, comme Ferranti et Teicher sur les pianos. Et nous avons parlé de cette histoire que nous allons écrire. Nous avons commencé et nous avons écrit peut-être 50 pages. Et elle avait un agent littéraire qui était très connu, très, très fort. Et elle lui a donné ces pages que nous avons écrites. Et dans 3 jours, il a appelé et dit, c'est complètement terrible. Et laisse tomber votre ami, laissez tomber votre ami et continuez vous-même sans elle. Et, je n'étais pas du tout étonnée, je n'étais pas un écrivain. Mais mon amie était déterminée. Elle a rencontré un agent littéraire à une fête, cocktail, et elle a dit, est-ce que vous pouvez lire ces 50 pages? Et elle a dit, OK, oui. Elle a commencé sa carrière comme agente. Et dans quelques jours, elle a appelé, elle a dit, c'est épouvantable, ces 50 pages, c'est terrible. Mais votre ami peut écrire un peu. Et elle m'a dit cela. Et c'est un des moments dans la vie que on sait qu'il faut saisir le moment. Et je l'ai appelée. Elle a dit, dites à votre ami de m'appeler. J'ai appelé. Et elle a dit, est-ce que vous avez des idées bonnes? Et je dis, oh oui, j'ai beaucoup d'idées. Et elle a dit, non, vous n'avez pas des idées. Mais je vous donne 2 semaines pour me donner 5 idées. Je me dépêchais à la bibliothèque. J'ai lu tous les best-sellers et j'ai écrit 5 idées. Et je l'ai envoyé à cette agente qui est mon agente à ce moment-ci, après 36 ans. Et elle a dit, OK, nous pouvons travailler ensemble.
Mais ces idées sont pas pour vous. Qu'est-ce que vous aimez bien lire? Et j'ai dit, oui, j'aime bien les polars. Et elle dit, eh bien, il faut écrire un polar. Et elle m'a aidé énormément, bien qu'elle ne savait rien de moi, sauf qu'elle a lu ces 50 pages. Et elle a vendu mon premier roman comme ça. C'était incroyable. J'ai eu de la chance, parce que je n'aurais pas continué si elle ne s'intéressait pas à moi. Je n'ai pas envie d'être écrivain parce que je ne voulais pas starve, comment on dit ça? Mourir de... OK. Et c'est la vraie histoire de mon carrière. J'ai eu de la chance, vraiment. Mais j'ai toujours lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que le rythme d'un roman était en moi déjà. J'ai su comment une histoire, comment on raconte une histoire. Et c'était là déjà. C'est la chose la plus importante pour quelqu'un qui voudrait écrire, c'est de lire beaucoup. Et pas seulement les best-sellers, lire les classiques, lire, tous. Parce que ça m'a aidé énormément. Merci. Votre amie qui devait écrire avec vous, qu'est-ce qu'elle est devenue? Celle qui faisait des romans, la romancière? Elle a continué, mais elle avait un problème qui est assez commun, je crois, parmi les gens qui écrivent la littérature. Elle ne pouvait pas écrire que d'elle-même, que de sa vie. Et la vie n'est pas si intéressante comme ça. On ne peut pas écrire 18 romans de votre vie. Il y en a qui font ça en France. Si, ça Peut-être s'appelle l'autofiction. il y a des gens qui font peuvent ça. le faire. Mais quand elle n'avait pas une histoire de sa propre vie, donc elle a écrit peut-être 3 ou 4 romans. Et elle continue, elle enseigne l'écriture, elle écrit une rubrique. Oui. Et nous sommes des amis, même mettons. Oui. Une dernière question? Oui. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, dès que vous écrivez un livre, vous avez des personnages. Est-ce que tout de suite, vous arrivez à mettre un visage? Vous voyez, vous donnez des noms et tout ça. Tout de suite, est-ce que vous avez le visage de la personne? Presque jamais. D'accord. Presque jamais. Et j'ai lu des critiques qui disent elle ne décrit rien. Et c'est vrai. Parce que c'est mon idée que les lecteurs forment une impression de ce personnage qui est basée sur leur propre vie. Si j'écris le nom Anne, par exemple, vous tous, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Anne. Et c'est difficile d'imaginer mon Anne, mais c'est pas grave. Votre Anne suffit. Parce que, évidemment, c'est une question d'âge et tout cela, mais si elle a les cheveux rouges ou les cheveux blancs, ou les cheveux... à mon avis, ce n'est pas très important. Et même dans mon esprit, je n'ai pas les visages. C'est vrai, c'est triste, mais c'est vrai. Certains de vos romans ont été adaptés au cinéma, ont été portés à l'écran, justement. Oui. Alors, comment est-ce que vous les percevez quand ils sont tout à coup en images, en film, quand vous voyez ces personnages-là? Ça m'intéresse beaucoup parce que c'est l'interprétation de metteur en scène, de producteur, productrice. Et pour moi, c'est un grand plaisir de voir qui on a choisi, qui était le visage
que le metteur en scène a vu quand il a imaginé mon roman. Quel plaisir pour moi. Et pas de travail, je regarde, je suis très contente. Je suis toujours très contente avec les adaptations parce que c'est ça, c'était comme un rêve de voir mes personnages qui bougent sur l'écran. Oh, j'adore. Je ne mêlais pas dans le business des cinéastes, c'est pas mon travail, pas mon business. Véronique, je voudrais dire quelque chose. D'abord, merci à Patricia pour, je vous en prie. Pour venir, mais également pour écrire. Personnellement, j'ai lu plusieurs de vos romans. Merci. Et à chaque fois, ça met beaucoup de monde en colère dans ma famille parce que quand je les commence, je les continue avec très peu d'interruptions. C'est-à-dire que la vie s'efface autour de moi et je suis avec vous dans votre univers. Et c'est vrai qu'avant de vous rencontrer ce soir, je me disais que vous deviez être un peu tordu, twisted, oui. pour trouver pour trouver des situations aussi dures et en même temps qui tiennent en haleine autant de temps. Donc, je vous imaginais un peu fêlé, comme on dit chez nous, twisted. Mais non, pas du tout. Vous êtes déçu? Oui, pas du tout. Est-ce que vous êtes déçu? Non. Mais no way. Il faut dire, j'ai mes ghosts. Je suis hantée par des événements dans ma vie. Et dans ma jeunesse. J'ai perdu mes parents très jeunes. Et je comprends très, très bien l'émotion qu'un jour, votre vie est tranquille et paisible et la prochaine, tout est basculé et pour toujours. Et toujours, je commence avec ça, n'est-ce pas? Tout le monde a une vie tranquille, on est content, et puis, boum, c'est fini. Et on doit trouver une autre façon à vivre. Et ça va durer pour toujours en moi. Et peut-être c'est ça que j'ai écrit de mettre à côté ces émotions. Parce que je préfère une vie heureuse et j'ai une vie heureuse, mais pas toujours, pas dans ma jeunesse. Et c'est ça que, peut-être c'est ça qui me pousse. Oui. Je crois qu'il y a en vous beaucoup de votre personnage, Anna. Vous avez partagé un peu de votre mystère avec nous ce soir, vous en avez gardé aussi. Vous avez partagé certains de vos fantômes et on vous a cru. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous inviter à retrouver Patricia McDonald pour une séance de dédicace donc dans la pièce à côté. Merci infiniment et on vous attend une prochaine fois ici. Merci Véronique, merci beaucoup. Très bien, merci. Vous avez très bien fait. Bien sûr. Le fait de rencontrer un écrivain a pour ses lecteurs, ou bien des lecteurs qui ne sont pas encore les lecteurs de l'écrivain, mais qui peuvent le devenir, la possibilité de désacraliser l'écrivain, c'est-à-dire souvent dans les imaginaires, on les voit plutôt comme étant isolés dans un bureau, un peu hors du monde, un peu hors du temps. Et on se rend compte avec ces rencontres justement que la proximité peut très bien se créer entre le lecteur et l'écrivain. On voit ça ce soir avec Patricia McDonald, par exemple, qui a très bien expliqué qu'elle avait une vie tout à fait banale, normale, et en même temps, elle a su créer ce lien de proximité avec les gens qui ont pu l'interviewer également. On a ça avec Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, elle
elle écrit elle répond aux courriers qu'elle reçoit, à tous les courriers qu'elle reçoit. Elle mène une vie de dingue parce qu'elle est à la fois dans l'écriture en permanence, mais également en proximité avec ses lecteurs. Et là, je trouve que nous, bibliothécaires, nous avons ce rôle de passeur qui fait que nous pouvons tisser un lien entre l'œuvre, la personne qui initie cette œuvre et celle qui en profite. Alors nous avons choisi de profiter de la tournée en Europe de Patricia MacDonald pour pouvoir lancer cette soirée comme un prélude à nos imaginaires qui, eux, vont commencer dans 15 jours. Donc les imaginaires, cette année, ont pour thème le polar, les romans policiers et tout ce qui est énigme, jeu d'énigmes, suspense, angoisse, etc. Donc c'était l'occasion rêvée pour nous de pouvoir lancer magistralement ce festival. Vous aimez le polar, vous aimez les situations mystérieuses, le suspense, vous aimez avoir peur, vous aimez vous faire peur, eh bien vous allez adorer les imaginaires.